À l'occasion du 500e anniversaire de la naissance de Tintoretto, le musée du Luxembourg, appelons-le le Mulux, organise une exposition exclusivement centrée sur la jeunesse de l'artiste. Né en 1518 et mort en 1594, Tintoretto, fils d'un teinturier, ne connut véritablement le succès qu'en 1548, soit un an après la réalisation de son autoportrait qui sert d'affiche à l'événement. L'exposition retrace ainsi près de 20 années de production méconnue, de 1538 à 1560 environ, et illustre l'ascension picturale de l'un des trois grands maîtres de l'école vénitienne du XVIe siècle. L'exposition s'ouvre sur le fameux autoportrait, ça bouchonne déjà à l'entrée, et sur la reproduction d'une gravure de la ville de Venise qui indique les différents lieux fréquentés par Tintoretto. On nous indique qu'il s'agit d'une vue de la ville avant le remaniement souhaité par le doge Andrea Gritti, et donc d'une vue représentative de ce qu'a connu l'artiste dans son enfance, soit avant même la période retracée par l'exposition. Une longue salle s'ensuit où nous pouvons admirer les premières grandes compositions de l'artiste, enfin si vous avez assez de place pour prendre du recul. Mais regarder de près est toujours intéressant dans la mesure où vous pouvez étudier le traitement de la couleur et des ombres. Tintoretto est plus intéressé par l'atmosphère générale de ses œuvres que par l'aspect travaillé et détaillé de ses figures, et cela se ressent. Il ne les délaisse pas, loin de là, mais l'ambiance chromatique est vraiment au cœur de son attention et sert complètement le propos de ses toiles. Par exemple, la conversion de Saint-Paul est vraiment étonnante dans le rendu des éléments déchaînés. L'école vénitienne est généralement réputée pour accorder beaucoup plus d'importance à la couleur qu'à la ligne, ce qui se ressent dans la Sainte Famille avec le jeune Saint Jean-Baptiste, dont la composition est à peine dressée et les figures très schématiques, alors que Tintoretto s'attelle déjà à préciser le personnage de Joseph. Cette caractéristique vaudra d'ailleurs de violents débats au sein de l'Académie royale de peinture et de sculpture en France au XVIIe siècle. Mais dans le cas de Tintoretto, cette vision un peu étriquée se fait contredire par l'avant-dernière salle, car son approche consistait à travailler d'après des modèles sculptés. Dans ses dessins, le volume l'aide à ressentir l'intensité ou l'obscuration de la lumière et à le retranscrire dans ses créations. Cette pièce témoigne également de l'admiration qu'il vouait à Michelangelo Buonarroti. On le voit ainsi progresser de salle en salle, redoublant d'efforts pour exalter les spectateurs, affronter des angles de vue audacieux, affiner ses traits, développer son sens de la narration, gagner en maturité dans l'élaboration de ses compositions et s'accomplir techniquement. Deux tableaux m'ont vraiment plu. Pour commencer, l'étonnante conversion de Saint-Paul, rapprochée par le cartel à une œuvre disparue de Tiziano, m'a interpellé par son traitement. Les couleurs vives, dissonantes, se mêlent au sein d'une scène confuse où le tumulte des éléments, animé par l'apparition du Christ dans le ciel, règne en maître. Le tableau ne se focalise pas que sur l'épisode biblique, il s'étend aux arbres, aux montagnes lointaines, au remous du fleuve, il décrit la nature à la fois belle, terrible et terriblement belle. Une furie devant laquelle l'homme, en comparaison, est bien peu de choses. Le second tableau, très largement inspiré par celui de Lucas Gassel, David et Bethsabée, représente le labyrinthe de l'amour, également intitulé et compris comme une allégorie de la vie humaine. Il s'agit d'une œuvre prêtée par Sa Majesté la reine d'Angleterre Élisabeth II. Abordant le thème de l'amour auquel aspirent les couples qui entrent dans le labyrinthe, seuls ceux qui emprunteront le plus long chemin parviendront au centre pour assister au banquet. En plus de ce message moralisateur, c'est une description de la nature très bucolique et reposante où l'on se plaît à remarquer les scénettes d'animaux et de couples qui se jouent devant nous. Les couleurs très claires des personnages rendent le tableau lumineux et attirant. Mais je me dois d'ajouter deux œuvres qu'il m'est impossible de taire. Diane et Callisto de Paris Bordone. Malgré quelques figures qui ne sont pas convaincantes ou s'intègrent mal dans l'environnement, cela n'atténue en rien la qualité du paysage qui assujettit complètement, selon moi, l'épisode mythologique. La mort d'Adonis. Même si le cartel indique qu'il est très probable que la composition soit de la main de Tintoretto, l'exécution très soignée et délicate, en revanche, est à attribuer à un artiste d'origine nordique de son atelier. Il est maintenant temps de juger l'exposition. À l'intérieur, l'éclairage sait se faire discret mais utile, grâce à la hauteur de plafond, aucune fenêtre et surtout aucune vitre devant les œuvres, tous les reflets gênants sont donc éliminés et vous pourrez ainsi obtenir sans mal de belles photos, autorisées, s'il vous plaît. Non, la seule chose qui peut vraiment vous gêner, c'est que l'exposition est victime de son succès. Alors c'est la rançon des grands noms de la peinture, mais pour peu que vous croisiez un groupe dans ces salles, trop étroites pour un peintre de cette ampleur, le simple fait de vouloir regarder l'œuvre ou le moindre déplacement devient une épreuve. Cela dit, la grande majorité des commentaires qu'on entend dans ces groupes, aussi bien du guide que du public par ailleurs, est très bénéfique. C'est purement lié aux personnes présentes le jour où vous y allez, mais je ne peux que vous le souhaiter. Autre trait qui va également dans ce sens, les cartels.
Ils apportent de réelles réflexions sur le travail de l'artiste et le message que les œuvres veulent transmettre. Ils évoquent ou renvoient constamment à des références absentes de l'exposition, ce qui est propice à la recherche personnelle. Ils interrogent aussi, sans cesse, rappelant au passage que la période couverte par l'exposition est nimbée de mystères et parsemée d'hypothèses. Nous avons le sentiment d'être pleinement accompagnés et cela facilite notre immersion. Mais si je peux me permettre, un détail manque pour que ces cartels soient parfaits. Peut-être l'avez-vous remarqué par exemple dans cette diapositive, ou encore celle-ci, mais aucune dimension n'est précisée si bien qu'il a été difficile pour moi de vous les retrouver. C'est un peu frustrant lorsque l'on sait qu'en cours d'histoire de l'art, on martèle vraiment les étudiants avec ces principes simples de présentation que les professionnels ne suivent pas. Ce n'est pas compliqué, auteur, titre, date, technique, support, dimension, lieu. On était à ça. J'ai lu certaines critiques de quelques visiteurs qui disaient ne pas avoir été emballés par les œuvres présentées, jugeant tantôt la qualité de la touche, tantôt celle de la composition très inégale. Je dois vous prévenir, c'est vrai, et ce n'est pas négatif loin de là, car nous parlons de la jeunesse d'un artiste qui se cherche et qui puise naturellement son inspiration chez ses aînés, si bien qu'on a l'impression que d'une œuvre à l'autre il ne s'agit pas du même peintre. Pourquoi ? Parce qu'il a des influences multiples. Il use de son audace, se renouvelle continuellement pour s'imposer aux côtés de Tiziano et se trouver. En dernier point, j'ai choisi de vous parler d'une chose à laquelle je ne m'attendais pas. L'exposition n'est pas exclusive à Tintoretto. Je savais qu'il allait y avoir d'autres peintres, mais autant, soit pour illustrer la différence ou le rapprochement de traitement d'un même sujet, soit pour contredire une ancienne attribution, soit encore pour voir émerger de nouvelles personnalités au sein de son propre atelier. Présenter d'autres artistes apporte de la fraîcheur, un point d'évasion pour ceux qui ne sont pas satisfaits de l'empreinte du jeune Tintoretto. Ne cachons rien, cette exposition vous sera accessible pour la modique somme de 14,50 €. Ça fait mal, surtout que pour 1 € moins cher, vous avez accès à l'exposition temporaire de Marie Cassatt et à l'ensemble du musée Jacques Marandré, alors que là, il n'y a que l'exposition temporaire. Sur ce, bonne visite et à bientôt.